Le bâtiment est parmi tous les secteurs économiques le plus gros consommateur d'énergie. Face aux enjeux climatiques, la réglementation thermique dans le bâtiment devient en conséquence de plus en plus contraignante. Mais une architecture durable ne se limite pas à la seule performance énergétique. Elle propose une autre façon d'appréhender globalement le projet de construction ou de réhabilitation. Elle consiste parfois avant tout à redécouvrir des principes de base trop souvent oubliés dans les pratiques constructives des dernières décennies, comme la prise en compte optimale des spécificités du site, l'utilisation de ressources et matériaux locaux ou le bien-être et la santé des habitants. Jean-François Bridet inscrit son activité d'architecte dans une démarche environnementale. Sa nouvelle agence à Chartres en est une démonstration exemplaire. L'architecture durable, effectivement, ça va largement au-delà des questions purement techniques. Il s'agit d'une architecture qui doit s'inscrire dans le temps, qui doit, alors là c'est pour le coup durer, et donc pouvoir connaître plusieurs vies, pouvoir être renouvelé, être amélioré, évoluer pour répondre à différents besoins qui vont changer avec la vie des occupants, leur activité professionnelle, leur vie familiale, et pour les bâtiments publics, qu'une école puisse devenir des bureaux ou quoi que ce soit. Et par ailleurs, la question de la durabilité, c'est aussi l'harmonie d'un bâtiment, d'une construction avec son environnement. Donc je pense que nous, on prend effectivement les choses un peu comme des techniciens, mais finalement, beaucoup d'autres personnes sont concernées, et le sujet est beaucoup plus vaste que l'architecture elle-même. Donc on est allé chercher des bois plutôt locaux, on a un escalier en chêne rouge du Perche, des fenêtres qui sont fabriquées en bois résineux français, des terrasses en Douglas du Val-de-Loire. Donc ça, une attention importante à ces éléments. Pour la qualité de l'enveloppe et l'isolation, pour la toiture, une toiture végétalisée. Pour les parois extérieures, nous avons au rez-de-chaussée donc une brique isolante de type monomure de 37 cm et demi, qui est complétée par un enduit extérieur à la chaux et au chanvre. L'ossature bois qui est à l'étage, qui concerne essentiellement les façades est, ouest et nord, elle est remplie de ouate de cellulose et doublée d'une paroi extérieure hydrofuge en fibre de bois qui rajoute également un peu d'isolation. Alors c'est une enveloppe qui nous permet, compte tenu de l'orientation bioclimatique du bâtiment, de ne pas avoir besoin d'apporter d'énergie pour obtenir le confort dès lors qu'on a 1 ou 2 heures de soleil dans la journée. Le complément, il est apporté par un système de ventilation double flux qui est couplé à un puits canadien, qui nous permet de capter un certain nombre de calories à 2 mètres de profondeur dans le sol, et d'utiliser ces calories à travers une petite pompe à chaleur pour aller souffler de l'air chaud, ou de rafraîchir l'été par un air tempéré à travers les volumes. Tous les bâtiments devraient être excessivement sobres. Et à performance égale, aujourd'hui, un bâtiment bien conçu, sain, avec des matériaux naturels, ne sera pas plus cher qu'un bâtiment conventionnel, dont les techniques d'ailleurs aujourd'hui ne vont pas pouvoir perdurer avec les exigences. Le duo classique maçonnerie-isolation intérieure va atteindre ses limites, forcément. Pour l'architecte Corentin Desmichel, la conception bioclimatique des constructions s'accompagne de l'utilisation de matériaux sains et peu énergivores. Bois, paille, chanvre, terre crue. Il a ainsi conçu des bâtiments en paille et ossature bois, une première dans le département. Pourtant, l'utilisation de la paille dans la construction n'est pas nouvelle et a prouvé son intérêt. C'est un isolant efficace, résistant, peu cher
est disponible en grande quantité dans notre région. Aujourd'hui, pour produire sans polluer ou détruire, il est nécessaire de trouver et de construire des alternatives basées sur la logique de la biodiversité et du vivant. C'est important pour justement être dans la durée, arriver à construire longtemps pour les générations à venir, sans épuiser les sols et avoir un besoin énergétique le minimum possible. Alors la plus ancienne maison en paille en France, connue, date de 1921. Elle a été construite par un ingénieur à l'époque qui répondait à un appel d'offres national. C'est une maison ouvrière qui est toujours habitée, qui a changé 3 ou 4 fois de propriétaire. Et un sondage dans les murs au début des années 2000 a été fait pour évaluer l'état de la paille. La paille était toujours jaune, elle n'avait pas bougé, elle avait très bien évolué. J'ai été amené à utiliser la botte de paille dans la construction pour 2 raisons. La première raison, c'est une raison économique et la deuxième, écologique. L'idée, c'est d'arriver à construire au prix du marché avec des matériaux locaux, peu énergivores et écologiques, ce qu'on appelle les écomatériaux. Donc aujourd'hui, c'est possible de construire avec la botte de paille à des prix défiant toute concurrence, en fait, par rapport aux performances thermiques que la botte de paille propose. La construction en paille permet à quasi coup sûr d'être un bâtiment basse consommation, c'est-à-dire inférieur à 50 kWh par mètre carré en besoin de chauffage. Bien sûr, aujourd'hui, il y a une crainte sur la paille, c'est les 3 petits cochons, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'inconscient collectif. L'idée principale, c'est d'essayer de trouver des alternatives économiques à des procédés écologiques. Donc comment faire rentrer l'écologie dans les marchés publics et dans les habitudes de tous les jours, c'est en trouvant des alternatives économiques. La sensibilité écologique reste au niveau des médias aujourd'hui. Dans les actes, il y a très peu de choses qui se passent. Donc, comme on ne peut pas tous être militants, chacun son domaine d'activité, on ne peut pas être partout, le travail des prescripteurs, des concepteurs, des architectes, c'est de se battre pour trouver des alternatives économiques au problème de l'écologie, au problème du climat, au problème de l'énergie. Et utiliser les matériaux biosourcés locaux, c'est typiquement penser les choses à long terme. Donc c'est une véritable alternative. Il faut s'occuper du monde du vivant. Le bâtiment doit s'occuper du monde du vivant pour trouver des solutions. La première réalisation de Corentin Desmichel est une maison familiale à Lormay, construite avec cette technique innovante. Moi, travaillant en environnement, j'avais envie d'une maison plutôt écologique, d'avoir un beau projet environnement. Et puis Sébastien, de son côté, lui, il était plutôt sur une grande maison en grosse pierre, plutôt maison traditionnelle à l'ancienne. On a fait un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'on a fait une maison assez grande, spacieuse, avec des beaux volumes, et puis dans un concept environnemental, écologique. Le choix de la paille, en fait, nous est venu directement de l'architecte, de Corentin Desmichel, qui nous a expliqué les avantages du matériau. Par contre, par rapport au projet de départ qu'on avait, que j'avais plus personnellement, qui était plutôt une maison de type longère en termes de construction, c'est plus le bardage extérieur qui nous a posé un peu de soucis. Il a fallu s'habituer un peu à l'idée du bois, parce qu'on était parti sur des matériaux comme de l'enduit ou même de la pierre directement. Donc c'est vrai que ça, il a fallu s'habituer petit à petit dans le projet. Et puis il a fini par nous convaincre avec un bois intéressant, un Douglas qui vient d'Europe et qui a la propriété de blanchir ou griser en fait dans le temps. Mais bon, on a été tout de suite rassurés parce qu'on est tombé sur un artisan, donc monsieur Nathalie le charpentier, qui s'est occupé de la maison, qui est très compétent et qui nous a permis notamment de visiter ses ateliers pendant qu'il construisait nos murs de maison, puisque les murs sont préconçus en fait en atelier et sont montés en fait sur place à la fin, une fois qu'ils sont prêts. Donc on a pu visiter notre maison qui était à plat, au sol, dans son atelier. On a vu les caissons de paille, on a vu comment il construisait les caissons, et puis on l'a vu aussi monter la maison à la fin du chantier, qui est d'ailleurs du coup assez rapide, c'est un Lego géant en fait. Il porte les caissons avec
un bras motorisé, quoi, une grue, et puis il les monte comme ça les uns derrière les autres, ce qui fait qu'en 15 jours, il avait monté toute la maison, quoi. Il ne faut pas avoir peur quand même de se lancer dans le projet, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup aidé. Il faut tomber évidemment sur un architecte qui connaît un peu son métier et qui va vous rassurer tout le long du processus, mais si on n'a pas trop peur, le résultat est quand même très très satisfaisant. Enfin, nous, on est très satisfaits de notre projet, ça c'est sûr. Par rapport à la maison dans laquelle on vivait avant, ça n'a strictement rien à voir. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est notamment le fait d'avoir cette harmonie dans l'air au niveau de la maison. Le matin, quand je me réveille, je ne sais pas quel temps il fait dehors. Et ça m'impressionnait les premiers mois où j'habitais cette maison, parce que dans l'autre maison, on savait tout de suite quel temps il faisait dehors quand on se réveillait le matin. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, bon, comme elle est fonctionnelle et qu'elle répond aussi aux besoins qu'on avait au départ, le fait que ce soit de la paille, on l'oublie très vite en fait, et on le ressent plus au jour le jour. Quand on a beaucoup de lumière, c'est hyper agréable. C'est une maison super sympa à vivre. Favoriser la réutilisation de bâtiments anciens pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, tout en valorisant le patrimoine bâti, est l'une des composantes de l'architecture durable. Particulièrement bien placé dans le centre-bourg de Cloyes-sur-le-Loir et fortement ancré dans la mémoire des habitants, l'ancien local paroissial, transformé en salle communale multi-activités par l'architecte François Sémichon, illustre bien cette démarche. En 2007, ce projet a été lauréat de l'appel à projet Efficacité énergétique dans les bâtiments de l'ADEME et du Conseil régional du Centre. J'ai le plaisir de vous accueillir à l'espace Michel Blais, cette nouvelle salle communale qui est en service depuis une petite année. C'est bien sûr la caractéristique de ces salles communales. Elles ont des utilisations très intermittentes, le soir en particulier, et le week-end. Et en dehors de ça, dans la journée, ce sont des équipements fort peu utilisés. Alors au niveau de l'architecture, on était contraint par le volume de la salle dans la mesure où on voulait la récupérer entre guillemets en totalité et la récupérer du mieux possible. Et donc ça, vous pouvez voir à l'extérieur le traitement qui a été prévu par l'architecte qui fait que ça s'intègre bien au cœur du village qui avait été refait 2 ans auparavant. Il y avait aussi une ambition au niveau économie d'énergie, puisque en ces périodes, on peut, dans une commune, tout projet demande à avoir une composante de consommation d'énergie la plus rationnelle et la plus exigeante possible. Il faut trouver le système qui va correspondre à une économie réelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chauffer alors que l'on n'a personne dans la salle et faire du froid tout de suite quand on a 150 personnes qui rentrent dans la salle et qui montent en température très vite. Donc très vite, on s'est orienté vers une pompe à chaleur RR. Et elle est un petit peu dénigrée parfois au niveau de la région, mais je pense qu'elle est parfaitement adaptée à ce cas de figure. On avait aussi donc un enjeu assez important, et ça, la commune aussi l'avait donné dès le départ, donc ce bâtiment BBC. Normalement, la réglementation sur la RT 2005 impose que 50 kWh d'énergie primaire mètre carré par an de réduction. On a parié de descendre beaucoup plus bas, essayer d'atteindre vers les 70 kWh, donc de réduire par 4 les coûts de dépenses énergétiques. Pour nous, ça fait partie directement du développement durable, c'est-à-dire que tout le monde se sente impliqué dans un projet, que ce soit une restauration, une réhabilitation ou même un projet neuf. Il faut que les gens participent, que ce soit vraiment un besoin, une envie de la population de faire ce projet, de le réaliser. Voilà, c'est ce qu'on a voulu absolument faire, donc lui redonner le meilleur de ce qu'elle avait dans cette salle, surtout par rapport à la façade,
et on a retenu un petit peu tout l'environnement au niveau coloris, au niveau construction, au niveau type d'enduit bien sûr, hein, c'était pas n'importe quel type de construction, c'est des matériaux montés à la chaux, donc bien sûr c'était le minimum au moins de remettre les mêmes types de matériaux. Et voilà, et puis en même temps lui donner un petit coup de jeune, quelque chose qui lui montre, que cette salle est bien de l'année 2010 et non pas une salle à l'ancienne. Dans toutes ces réalisations, les performances énergétiques obtenues sont supérieures à celles requises par les normes actuelles. Mais ces exemples illustrent bien d'autres facettes de l'architecture durable et montrent que celle-ci est aussi un terrain d'expérimentation et d'innovation. Le volet social du développement durable n'est pas oublié. Lieu de travail, d'habitation ou de loisirs, ces réalisations sont particulièrement soucieuses de la qualité de vie et du bien-être des utilisateurs.